Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence sur la question du mandataire, ce modèle d'avenir, modèle éthique au sein du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. Et pour ces échanges, nous sommes ensemble pour une petite heure, jusqu'à 13h30. Et j'ai le plaisir d'accueillir un panel d'intervenantes et d'intervenants. Donc je présente tout de suite France Grolin, est présidente de Fédération Mandataire, qui a aussi d'autres cartes à son jeu, si je puis dire, présidente du groupe IRSEM notamment et présidente de la Fédération des Hauts-de-France de la FEPEM. Alors FEPEM, justement, nous avons Pierre-Olivier Rugenstein qui en est le directeur général exécutif. Vous siégez par ailleurs au groupe des entreprises du Conseil économique, social et environnemental. Josette Labéguéry, alors présidente de la GAD 40, les Landes, Dax. On voyage un peu, là on a les Hauts-de-France, on a les Landes, c'est bien. Alexis Alala-Charpiot, qui est notamment délégué général de la Fédération mandataire, et enfin Charlotte Sroussy, directrice juridique de Petit-Fils. Donc merci à toutes et à tous d'être là pour ces échanges. Alors peut-être pour, installer le décor et préciser un petit peu les notions que nous allons manier là pendant ces quelques temps d'échange. France Grolin, présidente de Fédération mandataire, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est qu'une structure mandataire? De quoi parle-t-on? Alors, merci. Pensez bien à mettre le micro bien sur le menton, pour ne perdre pas votre voix. Merci, bonjour à tous et merci de votre présence surtout et de l'intérêt que vous portez à ce mandataire qui est, je vais vous l'expliquer un peu plus précisément. Une structure mandataire, peut-être beaucoup d'entre vous sont là et savent que c'est le principal objectif du sujet, c'est bien sûr d'accompagner un particulier employeur dans ses démarches d'emploi d'un salarié à domicile. Évidemment, tout en respectant la relation particulière qui lie l'employeur à son salarié, une relation de confiance qui est plus qu'une relation de travail. Vous le savez bien, beaucoup de savoir-être chez les personnes qui sont au service des personnes âgées. Et ainsi, on appelle cela chez nous un binôme, c'est-à-dire l'employeur et le salarié. Finalement, il y a une petite confusion entre les deux et une relation qui devient quelquefois beaucoup plus amicale que la relation de travail. Oui, parce que finalement, il y a un mandant, puisqu'il y a un mandataire. Et le mandant, c'est le particulier employeur. Oui, absolument. Et le mandataire, c'est lui qui, à qui je vais donner, moi l'employeur, je vais donner mandat pour le recrutement, qui va m'aider dans mes démarches, qui va me trouver un salarié qualifié ou pas encore, ou en devenir de qualification. On verra ça plus tard. Et cette structure m'accompagne, moi, le mandataire, le mandant, dans toutes mes démarches administratives. Déclaration, quelquefois c'est compliqué. Maintenant, quand je suis un peu les versements des cotisations à l'URSSAF, et du salaire pour le compte du mandant. Cette structure peut être publique via les CCAS. Il y a beaucoup de CCAS qui pratiquent le mandat. Et elle peut être évidemment associative ou privée, lucrative, qu'elle soit entreprise individuelle, en réseau ou franchisée. Évidemment, cette structure a besoin de se rémunérer et donc facture des frais de gestion à l'employeur pour les services qu'elle rend. Donc, 3 choses à payer pour le mandant, le salaire de la salariée, les cotisations et le service qui est facturé à part. Cette structure a besoin d'être agréée, elle est agréée par les services de l'État, surtout si elle accompagne des publics dits fragiles, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans et les personnes en situation de handicap, personnes âgées, le fameux agrément dont on a tant parlé
à la rentrée dernière, septembre, qui a été un tout petit peu proposition d'amélioration, de changement en tout cas. Et donc, si la structure ne s'occupe pas de personnes dites fragiles, elle doit être simplement déclarée pour bénéficier du fameux crédit d'impôt. Alors, France Rollin, je crois qu'il y a un anniversaire de prévu en 2024 pour les 20 ans de Fédération Mandataire, alors qu'il n'est peut-être pas tout à fait sous cette forme. Mais est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques mots de la genèse en 2004 ? Vous y étiez plaisir. Michael, oui, et j'en étais déjà. Horrible retour en arrière, vous me faites faire. Mais non. En 2004, la FEPEM, qui s'appelait à l'époque les groupements FEPEM, se structure et nous avons un premier changement par département. C'est-à-dire que, je vais prendre mon cas, le Nord et le Pas-de-Calais fusionnent. Et donc, dans cette fusion, on se rend compte que dans nos adhérents des groupements, nous avons des personnes individuelles et des personnalités, morales. Merci. Et donc, il a été décidé à ce temps-là, en 2004, d'extraire ces personnalités morales de notre fichier global. Et donc, on est revenu avec un secteur personnel individuel et un deuxième secteur avec toutes les associations que nous avions précédemment dans notre groupement. Et donc, c'était la genèse de ce qu'on a appelé ensuite, d'abord, dans un premier temps, FEPEM mandataire. Et puis, en 2014, deuxième étape, donc je vais pas raconter toute la vie de la fédération, mais voilà exactement d'où est venue, d'où vient la fédération. Merci pour justement ce travail de mémoire. Et justement, ça nous conduit à la FEPEM et à son directeur général exécutif, Pierre-Olivier Reichenschlag. Le mode mandataire, si je ne me trompe pas, est dans la convention collective de la branche des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, qui est effective depuis maintenant presque 2 ans. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Alors effectivement, au 1er janvier, non plus 1922, mais 2022, nous avons publié par accord collectif de branches la fusion des 2 anciennes branches, à la fois du salarié du particulier employeur et celle des assistantes maternelles. D'où cette nouvelle convention collective. Ça a été l'occasion pour nous de remettre aussi à plat un certain nombre de fondamentaux. Le premier, c'est que la FEPEM, et ça je crois que c'est très important, et France l'a dit d'une autre façon, mais je complète, la FEPEM, elle représente l'emploi direct ou l'emploi direct par l'intermédiaire d'un mandataire, mais qui reste de l'emploi direct. Et donc, nous défendons l'intérêt du client final. C'est-à-dire que nous défendons, du point de vue de la FEPEM, le client des structures mandataires. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est bien qu'il existe une fédération qui regroupe des structures et qui défendent l'intérêt des structures, qui n'est pas toujours le même que celui du client final, qui est le particulier employeur. Et pour résoudre cette inadéquation entre l'intérêt des structures et l'intérêt du client final, qui est le particulier employeur, nous avons décidé, avec les 6 partenaires sociaux qui sont signataires de la convention collective, tous, CGT, Force ouvrière, UNSA, XAFAM, CFDT et le SPAMAF, voilà, je pense que je les ai tous cités, qui ont signé tous individuellement la nouvelle convention collective. Nous avons décidé de réconcilier ce difficile conciliable. Et quelle a été la méthode ? Ça a été le qualimandat. Nous défendons l'idée que en fait, il y a une jonction possible entre l'intérêt du client final et l'intérêt de la structure, à partir du moment où celle-ci exerce le rôle de mandataire avec une éthique. Et une éthique, ce n'est pas quelque chose qu'on autoproclame. Une éthique, ça répond à un cahier des charges. Et ce cahier des charges, c'est celui du qualimandat, que nous avons inscrit dans la convention collective avec les partenaires sociaux et qui, aux yeux à la fois de la FEPEM qui représente le client final et aux yeux des partenaires sociaux qui représentent les salariés de ces structures, n'est que l'unique
j'allais dire, label paritaire reconnu au niveau de la branche. Alors, aujourd'hui, ce quasi-mandat, alors je souligne, je pense que c'est important de le dire, que ce quasi-mandat a été par ailleurs soutenu par la CNSA. Oui, c'est important, c'est une construction commune du secteur qu'elle et est de la Caisse nationale de paritaire. solidarité pour l'autonomie. Exactement, elle est paritaire et elle est portée par les pouvoirs publics, ce qui est très important quand même à signaler. Et puis maintenant, si vous vous promenez dans le salon, et peut-être l'avez-vous vu à l'entrée, vous avez un grand stand qui s'appelle France Emploi Domicile, qui est le portail unique. Eh bien, nous avons décidé, et qui est porté par la branche, pour porter les informations objectives du secteur, nous avons décidé que seuls les quasi-mandatés seraient valorisés sur ce site. Eh bien, nous en prenons, puisque ce site, évidemment, a énormément d'affluence depuis une semaine que nous avons fait le lancement au Salon des maires. Je tiens à préciser qu'effectivement, c'est important aujourd'hui qu'on s'engage du point de vue de la négociation paritaire et des pouvoirs publics sur ce champ de la qualité, d'une certaine façon, parce que, évidemment, le vieillissement et la transition démographique qu'on est en train de vivre, voire même numérique, qui fait qu'il y a des plateformes numériques, etc. Et puis, j'ai vu que la France en faisait allusion, mais la Direction générale des entreprises vient de nous publier un petit décret sur le sujet. Donc, on va analyser tout ça, puisque ça date d'hier matin. Mais on voit bien que le vieillissement de la population génère un marché. Et il ne s'agirait pas qu'on décale le problème, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 90% des personnes qui sont interrogées donc, parmi nos concitoyens qui indiquent qu'elles souhaitent vieillir à domicile. Et donc, évidemment, cette prévention du vieillissement, puis du vieillissement à domicile, va se faire à la fois par de l'emploi direct et aussi par des structures. Et c'est important que, puisqu'il y a un marché juteux, je vais le dire comme ça, mais qui est le mot, c'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui va croître, eh bien, il faut faire extrêmement attention, parce qu'on est sur des publics fragiles, à bien veiller d'une part à ce que le marché reste réglementé. Ce n'est pas un marché libéral, et nous l'assumons parfaitement, nous, du point de vue de la FEPEM, et je crois que la Fédération des mandataires l'assume également, et nous assumons aussi le fait que les intervenants doivent absolument répondre à des cahiers des charges éthiques. Et je termine juste sur un point qui est important par rapport à ce que je viens de dire. Quand je dis marché réglementé, ça ne veut pas dire qu'un marché qui est opéré par des structures publiques. Je crois qu'il est important d'assumer la diversité. Éthique, responsabilité ne signifie pas justement un mode. Il faut qu'il y ait des acteurs pluriels, il faut qu'il y ait des acteurs purement privés, il faut qu'il y ait des acteurs publics, il y a des CCAS, et il faut qu'il y ait des acteurs, j'allais dire, de l'économie sociale et solidaire, qui sont privés, mais qui ont un but et une mission particulière. Dedans, on peut regrouper les associations, etc. Et c'est bien qu'il y ait cette pluralité, mais cette pluralité ne peut exister qu'avec ce socle du quasi-mandat. Merci infiniment Pierre-Olivier Ruschenstein pour cette intervention à la fois précise et puis j'allais dire presque engagée. On a bien compris aussi le lien avec ce terme d'éthique qu'on a souhaité mettre dans le titre de cette conférence. Si on rappelle les chiffres sur le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, 3 300 000 particuliers employeurs, dont 1 million de particuliers employeurs, je dirais, en situation de fragilité, à la fois pour le recours aux assistants de vie. On a dit hier dans une autre conférence sur l'emploi 550 000 assistants et assistantes de vie surtout, et un peu moins de 100 000 particuliers employeurs aujourd'hui en situation de handicap, et pour un tiers d'entre eux, handicap très lourd, qui font qu'on est pratiquement sur des assistants de vie, j'allais dire, H24, 7 sur 7. Donc, voilà. Alors, justement, à propos du quasi-mandat, on a ici Josette Nabéguerie, voilà, vous présidez l'AGAD des Landes, vous adhérez à la Fédération mandataire. Alors peut-être quelques mots quand même sur la structure que vous présidez pour nous la présenter. Bien sûr, bonjour à tous, merci de m'accueillir. L'AGAD 40, c'est une association loi 1901. Je précise que c'est une entreprise pour nous d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une entreprise. Ce sont à peu près 600 usagers. Alors on peut appeler ça aussi des clients, je suis très à l'aise là-dessus. Nous avons à peu près 300 personnes qui travaillent au domicile de ces usagers et cela représente à peu près 200 000 heures chaque année d'activité pour cette structure
qui est 100% mandataire. Je le précise aussi. Vous dire que, bien sûr, les propos de mon voisin de droite me conviennent parfaitement, parce que ce qui préside sur notre structure, c'est évidemment qu'en premier temps, et d'ailleurs la charte des droits et libertés de la personne âgée et de la personne handicapée figure dans notre livret d'accueil. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous semble important, c'est de laisser le libre choix à la personne de la structure qui va porter, qui va l'accompagner dans son maintien à domicile. Et effectivement, la pluralité des structures intervenantes a tout à fait son intérêt dès l'instant où c'est l'usager qui choisit en toute conscience. Donc la structure Agathe 40 est une structure qui est CALISAP depuis 2012. On a pris l'agrément dès qu'il a été présenté et nous sommes quasi-mandatés depuis 2019. Alors qu'est-ce que ça nous apporte? Je le dis très concrètement, ça nous apporte d'une part une transparence, mais qui nous semble être totalement évidente quand on s'adresse à un public de personnes âgées, une transparence, une qualité de service et surtout une amélioration continue de cette qualité de service. Très concrètement, chaque année, nous engageons une enquête de satisfaction. Alors tout ça peut paraître un peu pompeux, peut-être que c'est un peu généraliste, mais cette enquête de satisfaction qui est quand même en remontée à plus de 30 à 40% des personnes que nous interrogeons, nous amène à vérifier que nous sommes clairs dans les documents que nous donnons, que nous sommes clairs dans le fonctionnement de notre système de facturation, que nous sommes clairs dans l'accompagnement qui est attendu par ces usagers. Et ça, c'est un élément qui nous permet de nous améliorer aussi chaque jour. Je voudrais dire quand même un autre point, c'est que aujourd'hui, chaque intervenante au domicile du particulier, puisque c'est l'employeur qui est le particulier, ça n'est pas nous, chaque intervenante bénéficie d'un livret rappelant tous les critères aussi de cette convention collective et les obligations qui entrent dans cette convention collective. Alors bien évidemment, nous avons le CESU, on parle de difficultés que l'on peut rencontrer. L'emploi direct par le CESU est effectivement un concurrent, mais ce concurrent, il nous ennuie pas trop. Pourquoi? Parce que nous nous portons, nous, garants en sécurité de l'employeur et également du salarié. Il est évident qu'aujourd'hui, le contrat de travail qui est obligatoire, qui doit être fait entre l'employeur et le salarié, nous sommes garants de la réalité de ce contrat de travail, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est en lien direct entre l'employeur et le salarié, y compris les obligations qui incombent à l'employeur par rapport à son salarié, que nous allons préserver, vérifier et assurer auprès du salarié. Des difficultés, nous en rencontrons. Les principales sont le recrutement. Nous avons aujourd'hui quand même de grosses difficultés à recruter. Je ne vous cache pas que nous avons mis en place un plan stratégique dans notre structure, que nous travaillons avec la fédération. Et j'ai la chance de présider un groupe de travail national sur l'emploi et le recrutement. Et nous sommes en train de mettre en réseau l'ensemble des structures adhérentes pour travailler sur la façon de redonner envie à des personnes d'aller vers ces métiers qui vont nous manquer de façon importante dans les années qui viennent, et nous le savons depuis fort longtemps. Donc il faut reconnaître le métier, il faut travailler sur de nouvelles façons d'accueillir ces nouveaux métiers et de les accompagner auprès des employeurs. J'ai peut-être été un peu longue. Non, pas du tout, mais c'était très intéressant. Vraiment, vous avez balayé tous les enjeux, je pense, des structures mandataires. Alors justement, je me permets de rebondir, parce que vous avez évoqué le CALISAP depuis 2012. Charlotte Sroussi, directrice juridique de Petit-Fils, que je remercie d'être à nos côtés. CALISAP, vous connaissez bien. Voilà. Alors peut-être avant d'entrer quand même sur ce sujet, présentez-nous Petit-Fils, parce que bon, il y a peut-être encore quelques personnes, pas beaucoup, qui ne vous connaissent pas, mais peut-être rappeler quand même, je dirais, le modèle, d'où ça part. Voilà. Et puis les transformations et où nous en sommes à présent. Avec plaisir.
Merci déjà pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter en quelques mots le réseau Petit-Fils. Petit-Fils est un réseau national d'agences d'aide à domicile qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. La particularité peut-être de Petit-Fils, c'est d'avoir fait le choix, dès sa création en 2007, d'intervenir exclusivement en mode mandataire. Donc, c'est vrai que le mode mandataire est au cœur de toute la construction de ce réseau d'aujourd'hui, plus de 270 agences à travers la France. Et en réalité, c'est le véritable atout de Petit-Fils. On en a pleinement confiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu cette conviction, dès la création de Petit-Fils, que ce mode d'intervention va permettre de créer ce lien durable entre la personne aidée et son intervenant à domicile, et que c'est cette relation durable qui est au cœur des attentes des personnes aidées, de pouvoir inscrire dans la durée cette relation, ce fameux binôme qui soit stable et qui soit durable. Donc ça a été vraiment structurant pour la création et le développement du modèle Petit-Fils. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a toujours eu aussi une conscience qu'on était titulaire d'un double mandat. Le mandat qui vient des particuliers employeurs et qui nous engage pour les accompagner dans toutes les démarches administratives, juridiques. Le recrutement, c'est essentiel en particulier auprès des publics fragiles, mais aussi titulaire d'un mandat envers les intervenants à domicile. Nous avons aussi une mission d'accompagnement et cette mission, nous la prenons avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup d'enthousiasme pour accompagner ces intervenants à domicile dans la relation également qu'ils ont avec leurs particuliers employeurs et être là vraiment en professionnel pour ces particuliers employeurs et pour ces intervenants à domicile, en considérant que la présence de ce professionnel va permettre, par exemple, pour ces intervenants à domicile, de réduire les risques liés à l'isolement, liés au stress, liés à la charge émotionnelle, qui sont des risques forts dans la pratique de ce métier d'assistant de vie ou d'auxiliaire de vie auprès de personnes fragiles. Et voilà, ça nous a toujours vraiment animés de très près d'accompagner aussi les auxiliaires de vie dans l'exercice de leur métier. Ceci étant, on a vite identifié aussi que pour pouvoir sécuriser cette relation entre particuliers employeurs et les intervenants à domicile, il nous fallait une autre personne dans ce binôme. C'est ce que nous, on a appelé la personne référente. On a bien conscience que nous nous adressons à des publics, en particulier les personnes âgées, dont la situation peut évoluer, va évoluer, elle peut se dégrader, elle va se dégrader, et qu'il est important qu'on identifie dès le démarrage de la relation une personne dans leur entourage familial ou amical, en tout cas un proche, qui va être identifié par cette personne comme étant la personne qui va les aider à prendre toutes les décisions quand même qui leur incombent, mais qui va pouvoir aussi être là quand à un moment la situation va peut-être se dégrader et va pouvoir être un relais pour l'agence mandataire pour continuer à accompagner la personne à son domicile. Voilà, donc ça c'est vraiment les facteurs les plus structurants de notre modèle et aujourd'hui nous sommes vraiment intimement convaincus que ce modèle mandataire, ce mode d'intervention est au cœur des attentes et au cœur, en conséquence, de la réussite aussi des agences Petit-Fils. Et bon, moi, de par ma fonction de direction juridique, j'ai un enjeu très fort, évidemment, pour sécuriser toute cette relation. Et c'est vrai que nous sommes fiers chez Petit-Fils de dire que avec les plus de 300 000 contrats qui ont été conclus entre un particulier employeur et un intervenant à domicile depuis la création de Petit-Fils, nous avons une vingtaine de contentieux au prud'homme et une seule condamnation. Voilà. Donc, on pense qu'il y a un enjeu aussi très fort de sécurisation juridique des particuliers employeurs de par la présence du professionnel. Ça a le mérite d'être très clair, Charlotte Saucy. Merci infiniment en tout cas pour cette présentation. Moi, je voulais vous entendre aussi justement sur peut-être les éléments de comparaison, parce qu'il y a des éléments concordants entre Calisap, qu'on a évoqué tout à l'heure, et Calimanda. Voilà, il y a aussi des différences. Quel est, de votre point de vue, justement, je dirais, l'intérêt d'aller vers un Calimanda ? Alors déjà, pourquoi être allé vers le Calisap ? Déjà, pourquoi avoir eu cette démarche pour
pour ne pas être redondant, nous, notre enjeu de cette démarche qui date d'il y a plus de 3 ans maintenant, était vraiment dans un contexte de fort développement de notre réseau. Nous sommes un réseau de franchisés avec des entreprises indépendantes. Notre enjeu dans ce contexte de forte croissance était de s'assurer en permanence des standards, du respect des standards de qualité que nous voulions voir appliqués sous l'enseigne Petit-Fils. Nous avons des standards très forts de qualité et voilà, avoir cette démarche de certification Qualisap nous permettait d'assurer aussi le respect de ces critères-là dans ce contexte de fort développement de notre réseau. Qalimanda, voilà, il y a incontestablement pas du tout d'incompatibilité, de nombreux points communs. Je crois que la démarche finale est la même, la recherche de la qualité, de la transparence, de la lisibilité des informations pour les différents interlocuteurs. Voilà, donc nous y travaillons avec Petit-Fils et on est avec Fédération Mandataire, et nous sommes tout à fait dans cette démarche. Merci beaucoup Charlotte Stroussi, et ça me fait la transition avec le délégué général de Fédération Mandataire, Alexis Adala-Charpiot. Alors peut-être, je dirais que comme vous fermez ce premier tour de table, Alexis, quelques réactions peut-être à ce que vous venez d'entendre, et puis peut-être repréciser toutes les actions de Fédération Mandataire à l'attention de ses adhérents. Je pense que c'est important de bien le redire. Oui, merci beaucoup Mickaël. Alors effectivement, le modèle mandataire est aujourd'hui un petit peu est un peu bousculé en fait. Donc on est dans une période d'opportunité, comme l'a dit Pierre-Olivier Ruschenstein, avec le vieillissement de la population. Donc c'est effectivement il y a des besoins qui sont forts, et en même temps on a de nouveaux types de structures, de nouveaux acteurs, et des difficultés des structures aussi traditionnelles qui se posent, comme les questions d'emploi et de recrutement qui ont été évoquées par Josette, qui est membre de notre bureau. Bon, déjà, le modèle mandataire aujourd'hui, il souffre d'un défaut de notoriété. Alors c'est pas le seul. Mandataire, alors on comprend bien, on donne mandat à, mais mandataire quoi? Mandataire, il y a d'autres mandataires, des mandataires sociaux, des mandataires judiciaires. C'est vrai que ce mot mandataire, il fait pas vraiment honneur à toute l'action finalement, à la fois des intervenants à domicile et puis des particuliers employeurs qui sont satisfaits, comme l'a dit Josette, et c'est mesuré, de ce recours au modèle mandataire. Et puis, ce modèle mandataire, il y a des disparités. Alors, on a parlé de diversité, de richesse de la diversité des modèles, mais on voit bien qu'il y a des disparités, notamment territoriales. Il y a des territoires où il n'y a pas du tout de mandataire. Il y en a d'autres, effectivement, où il y en a plus. Par exemple, dans le Jura, il n'y a pas de structure mandataire. Voilà. Et puis, l'île de la Réunion, effectivement, est très fortement pourvue en mandataire. Donc, on a des disparités territoriales. Et puis, on a des réalités différentes. On a parlé de différents statuts juridiques. On a effectivement des réalités différentes, de réalités économiques, de modèles économiques différents. Aujourd'hui, on voit bien que les structures associatives sont certaines en difficulté. Voilà, il faut le dire, avec un modèle qui veut ne pas faire peser la charge sur le particulier employeur à travers des coûts de gestion qui sont très faibles, parfois de 1,5 € l'heure, alors qu'on a d'autres structures avec des modèles économiques plus robustes, voilà, qui ont des coûts de gestion qui vont jusqu'à 10 € l'heure. Donc ça, on a des réalités différentes. Derrière l'idée, c'est qu'on ait vraiment cette couverture territoriale du modèle mandataire, et puis vraiment le choix, le libre choix qui a été évoqué par Josette, de recourir à un mandataire, voilà, ou à un mode de recours, et puis le mandataire qu'on souhaite. Ça, c'est un point vraiment important. Et puis, on a effectivement aujourd'hui un certain nombre de structures mandataires qui, finalement, ne sont pas dans ce modèle éthique. Et c'est pour ça que c'est autant mis en avant par le Qalimanda et par cette vision éthique de la fédération, puisqu'on a des structures mandataires qui adoptent tous les codes en fait, du prestataire et qui ne sont pas assez explicites sur le fait que ce n'est pas une prestation de service, mais que le client est employeur. Donc a donc effectivement un lien privilégié avec son salarié, on l'a dit, avec l'image du binôme, mais aussi une responsabilité qu'il faut assumer. Malheureusement, s'il n'est pas très informé, comme l'a dit Josette, il peut se retrouver dans des situations assez délicates. Et ça ne correspond pas vraiment au mandataire éthique qu'on souhaite promouvoir, et il faut qu'on soit clair par rapport à ça. D'où le fait
de la transformation de fédération mandataire en finalement une fédération de structures mandataires éthiques, un club de structures éthiques autour du quasi-mandat qui permet véritablement de faire la démonstration de la qualité, puisque c'est ça aujourd'hui aussi une des faiblesses, c'est la reconnaissance institutionnelle. On a effectivement des institutions comme la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui a bien compris l'intérêt notamment du quasi-mandat, qui soutient le quasi-mandat, mais d'autres institutions, notamment publiques, qui portent notamment les politiques d'autonomie, n'ont pas tout à fait toujours la même vision, et notamment concernant les personnes âgées dépendantes. Quand on est personne âgée dépendante, ça ne veut pas dire que c'est incompatible avec le mode de recours au mandataire. Il faut pouvoir assumer sa responsabilité d'employeur, voilà, seul ou par une tutelle, par délégation, ou alors en étant accompagné. Donc ça, c'est vraiment un point important. Le mandataire ne peut pas être aujourd'hui exclu, comme il a tendance à l'être dans les développements législatifs qu'on a, avec le développement des services autonomie, avec la réflexion sur le forfait. Le vieillissement et la réponse mandataire est une réponse nécessaire dans la diversité des réponses pour répondre aux besoins en termes de vieillissement. Et ça, voilà, certains départements n'ont pas tout à fait saisi et on fait ce travail de pédagogie avec eux. Et puis on a des positions, parfois des positions dures de l'Assemblée des départements de France et la Commission personnes âgées qui se prononcent pour l'interdiction du modèle mandataire pour les personnes âgées dépendantes, ce qui malheureusement serait au détriment des personnes. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a pu voir en début d'année l'Association des départements de France aller sur cette position peut-être un peu radicale, je dirais. Alors, par ailleurs, au-delà de ce que vous indiquez, je crois percevoir qu'on décèle quand même à un moment donné, au-delà des difficultés liées au mode mandataire en soi, un certain nombre de dérives. On peut le qualifier comme ça. D'ailleurs, les premières alertes, nous le savons, on était là au salon ici même il y a un an. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a pu constater quand même à un moment donné quelques dérives. On est là entre nous, on peut peut-être en parler, je pense, Alexis. Oui, alors il y a effectivement, on l'a dit, des structures presto-mandataires qui sont dans quelque chose de très global. On appelle le mandataire complexe, mandataire hybride, qui vraiment ne décompose pas, ne donne pas cette information transparente. Il faut donner l'information particulier employeur sur ce qui relève du salaire et ce qui relève des coûts de gestion. Ça, c'est vraiment indispensable, sinon on n'est pas dans ce domaine-là. Et puis, il y a d'autres tentations, comme vous le citez, Michael, notamment d'ouverture vers des plateformes entièrement numériques qui finalement permettraient des entretiens uniquement visio ou alors effectivement une absence complète de points d'ancrage local. On sait très bien que le modèle mandataire et le mandataire répondent notamment aux besoins des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées. C'est quand même, nous, 80% de nos adhérents qui sont concentrés sur ces activités. Et donc, on a véritablement besoin de cette qualité d'accompagnement adaptée à ces personnes. On sait très bien que la fracture numérique, les difficultés à utiliser le numérique, à la fois pour des particuliers employeurs vieillissants ou tout simplement âgés, mais aussi pour des intervenants qui parfois ont des petits niveaux de formation et qui sont parfois aussi en difficulté avec le numérique. Et cette tentation en fait de libéralisation extrême du modèle mandataire serait derrière au détriment bien sûr des personnes et ne viendrait encore accréditer la thèse du défaut de qualité en fait du modèle mandataire. Donc justement la position elle est assez ferme à la fois de Fédération mandataire et de la FEPEM sur le fait qu'il faut limiter ces dérives et resserrer autour effectivement de la qualité à travers notamment notre quasi-mandat. Merci, c'est très clair. Peut-être une réaction, j'allais dire, de Josette Lavéguerie en tant qu'adhérente et puis membre du bureau aussi de Fédération mandataire, à ce constat quand même qu'il faut faire, qu'à un moment donné, comme le dit le délégué général de la Fédération à l'instant, on constate à un moment donné quelques dérives, ce qui peut expliquer à un moment donné qu'on se perd un peu, je dirais, dans le paysage. Alors on entend parler des mandataires hybrides, presto-mandataires, etc. Et puis à la fin, on a les départements qui disent « bon, ça suffit ». On va clarifier tout ça et on arrive peut-être sur une position un peu extrême. Alors vous, justement, qui avez aussi la vision départementale dans les Landes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu là-dessus sur ce que vous voyez concrètement ? Alors déjà, sur le plan de notre structure, on a toujours été en co-partenariat ou en coopération parce que je pense que c'est aussi le sujet qui milite pour une bonne coordination et un bon service à l'usager. Donc on est très proche du conseil départemental qui est plutôt porteur
du modèle, comme dans beaucoup de départements, prestataire au travers de ces structures CIAS et de certaines structures qui sont strictement que prestataires. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'évoquais au départ sur le libre choix, ils entendent également que l'offre doit être aussi large que possible au bénéfice de l'usager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est face à un usager, il faut offrir l'ensemble du panel de solutions qu'il peut avoir sur son territoire. Donc, effectivement, il y a des structurations à venir autour des services autonomie. Il y a effectivement des GMCSC qui sont en train de se mettre en place, des groupements territoriaux aussi qui vont coordonner l'ensemble des acteurs sur des territoires donnés. Le modèle mandataire a sa place. Le modèle mandataire pour ce qui est notre département a sa place. Maintenant, je milite aussi pour un modèle mandataire éthique. Je milite pour que nous soyons au plus près des besoins de la personne, parce qu'il n'est pas question non plus de porter une offre à un particulier qui ne lui correspondrait pas. J'entends par là, ce que j'entends aussi au travers de la bouche des usagers, c'est que bien souvent on leur offre un nombre, une prestation un peu importante, mais qui ne leur convient pas. Qu'il faudrait peut-être qu'ils prennent, mais il faut qu'on tienne compte aussi de la spécificité de chaque personne, de leur façon de vivre, de leurs envies et de leur vie personnelle, tout simplement à leur domicile. Et donc je pense que là-dessus, il faut qu'on soit très vigilant sur la façon dont on va apporter le service. Mais je crois que demain, au vu de l'enjeu sociétal qui est derrière nous depuis 15 ans, mais qui est quand même là une réalité, 800 000 salariés en besoin d'ici 10 ans, des besoins pour les personnes âgées qui sont exponentiels, comme le dit souvent un de mes vice-présidents, nous sommes au pied de l'Himalaya. Donc je pense qu'effectivement le marché il est énorme, donc il tente énormément de structures à se mettre en place, mais en même temps, je crois qu'il y a peut-être aussi des sujets à travailler. Je suis très fortement impliquée dans la prévention. Je pense que la prévention aussi par rapport à nos structures, c'est un élément qu'il faut qu'on mette en avant pour garder autonomes au maximum qu'on peut le faire les personnes, notamment en les conservant employeurs, parce que ça leur permet d'avoir aussi une certaine agilité, peut-être de travailler aussi, de travailler un petit peu quotidiennement. Voilà, je pense que ça c'est important de le préciser. Charlotte Stroussi, pour Petit-Fils, j'allais dire, quelle est votre réaction quand vous entendez Josette Lebéguéry à l'instant? Vous vous rejoignez, j'imagine, sur l'essentiel. On se rejoint sur l'essentiel et j'ajouterai un autre aspect qui a effectivement toujours aussi porté Petit-Fils et c'est la prise en compte de la capacité décisionnaire des personnes âgées handicapées. Ne pas priver par principe les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap de leur capacité de décider. On a toujours eu cette volonté farouche de ne pas infantiliser et de laisser les personnes prendre les décisions, décider qui va venir à leur domicile, à quels horaires, quelles sont les tâches qui vont être confiées. Toutes ces séries de décisions doivent pouvoir être prises quand c'est évidemment possible et avec l'aide, s'il le faut, de sa personne référente, doivent pouvoir être prises par la personne elle-même. Et la présence du professionnel, de l'agence mandataire, va permettre justement de permettre cette prise de décision en étant quand même épaulé sur tout ce qui peut par ailleurs être très lourd à gérer pour une personne qui a besoin d'aide à son domicile, sur l'organisation quotidienne, sur les tâches administratives, etc. Mais de conserver vraiment ce rôle, cette capacité décisionnaire, ça nous semble vraiment essentiel. Merci beaucoup. Je pense qu'Alexis Adala-Charpiot voulait réagir aussi à ces propos. Oui, tout à fait. Sur la prévention de la perte d'autonomie, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important sur le libre choix. Vous êtes à la retraite, vous avez quelqu'un en CESU qui vous accompagne pendant plusieurs années. Il faut savoir que la durée dans le secteur, Pierre-Olivier le répète souvent, est de 8 ans en moyenne entre le particulier employeur et son salarié. Et donc, les personnes, ça fait longtemps, elles les accompagnent et puis elles voient vieillir la personne, elles voient aussi la perte d'autonomie. Donc déjà, elle
elle est là au quotidien, elle peut l'identifier, etc. Puis à un moment donné, elle demande l'APA parce que peut-être qu'effectivement, elle demande une évaluation de sa perte d'autonomie. Voilà, il y a une évaluation, elle est en GIR 4 ou en GIR 3. Et là, parfois, le conseil départemental, il prescrit plutôt, il va plutôt orienter vers un service prestataire, un service à domicile. Et donc là, on risque d'avoir une rupture, en fait. Une rupture, on a une personne pendant longtemps, on est habitué à elle, on l'a choisie, on est en capacité on se met en capacité, ça maintient, comme l'a dit Josette. Et puis là, on y dit non, il faut passer à un service prestataire parce que c'est plus adapté. Et ça, c'est vraiment une grande difficulté qui n'est pas dans le bénéfice de la personne. On connaît très bien quand les personnes parfois partent en EHPAD un phénomène de glissement qu'on peut tout à fait imaginer effectivement quand à un moment donné, on va avoir un service prestataire qui va peut-être envoyer une personne qui va être différente sur des modalités d'organisation qui ne sont plus celles qu'on avait avant et la personne peut se retrouver déboussolée. Donc justement, la prévention de la perte d'autonomie, le modèle mandataire contribue à cette prévention de la perte d'autonomie. Ça, c'est un point vraiment essentiel et c'est un des sujets sur lesquels on travaillera aussi dans notre future convention avec la CNSA pour permettre justement de mieux reconnaître la place du mandataire sur la prévention de la perte d'autonomie. Alors, il y a Josette Labéguéry qui fait signe, là, qui veut compléter. Allez-y, je vous en prie. Oui, c'est juste réagir sur le propos de Alexis. Effectivement, nous travaillons sur la prévention de l'autonomie, mais très concrètement aussi, on écoute les équipes. Il y a des moments où la personne devenant dépendante de façon importante, je crois que ça c'est un point, nos équipes travaillent de concert aussi avec des équipes d'autres structures prestataires et on travaille sur des passerelles. Et j'étais précédemment dans un autre secteur qui était plutôt l'habitat. On travaille sur des parcours. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être très cohérent aussi. Le parcours lié à l'habitat, on a mis du temps à l'intégrer, à basculer du domicile vers de l'habitat groupé, vers des solutions intergénérationnelles pour aller peut-être à la fin en maison de retraite. Il n'y a rien d'extraordinairement complexe à entendre ce parcours-là. Et je pense qu'en termes d'accompagnement au domicile, et le domicile restera demain, pour ma part, le lieu de vie privilégié parce qu'on n'aura pas d'autre solution, tout simplement. Il faut également qu'on travaille en coopération pour permettre justement des passerelles dans la douceur, dans l'intérêt de l'usager. Oui, effectivement, je crois que pour celles et ceux d'entre nous qui étaient là hier matin à la conférence d'ouverture avec la ministre des Solidarités de la Famille, Aurore Berger, elle a bien dit, aujourd'hui on est sur 9 Français sur 10 qui souhaitent vieillir à domicile et d'une certaine façon y mourir aussi. Pierre-Olivier Reichenstein, vous disiez tout à l'heure, voilà, il y a des enjeux aujourd'hui de société. Nos autres intervenants, évidemment, rappelaient, je dirais, les enjeux aussi qui sont liés à l'accompagnement mandataire. Et aujourd'hui, Fédération mandataire est partie prenante d'une aventure plus grande, si je puis dire encore, qui s'appelle France Emploi Domicile et qui est d'ailleurs organisatrice de cette conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et peut-être avant, si vous le permettez, pour contextualiser un petit peu le propos, on va projeter un film de 2 minutes qui va permettre à celles et ceux qui nous suivent d'y voir un peu plus clair. Faire garder ses enfants, entretenir son espace de vie, être bien accompagné dans la perte d'autonomie et le maintien à domicile. L'emploi à domicile entre particuliers répond aux besoins de vie de près de 15 millions de nos concitoyens. Avec aujourd'hui un portail unique, France Emploi Domicile. On va reprendre, c'est la technique qui nous joue des tours. C'est mieux quand même si vous avez l'image et le son, mais je suis sûr que vous allez trouver la solution qu'il faut. Peut-être juste, tant que la technique nous rejoigne, je voulais rajouter... Ses enfants, entretenir son espace de vie, être bien accompagné dans la perte d'autonomie et le maintien à domicile. Alors on continue, France, allez-y. Ok. Je voulais rajouter un propos qui n'a pas été encore partagé ce matin, c'est le rôle tellement capital que joue la structure mandataire dans la qualification des salariés. C'est-à-dire que la structure va autoriser beaucoup plus facilement le départ
en formation professionnelle dès la première heure travaillée chez le particulier employeur, il faut le rappeler. Et donc, à travers ça, nous avons la capacité, quand on a une structure mandataire en lien avec le particulier employeur et son salarié qui part en formation professionnelle, de mettre à disposition un remplacement beaucoup plus aisé et facilitateur qui permet donc à la salariée en poste de revenir après une formation de X heures de formation professionnelle, d'être encore mieux et plus à l'écoute de son particulier employeur en perte d'autonomie ou vieillissant. Voilà, moi c'est ça que je voulais rajouter et qui est, je crois, aussi extrêmement important dans l'accompagnement de la structure mandataire, dans le binôme en question. Mais merci infiniment de ce complément, France Grelin. Alors je crois que nous sommes raccords. Alors on peut envoyer le petit film de 2 minutes. Merci beaucoup. Faire garder ses enfants, entretenir son espace de vie, être bien accompagné dans la perte d'autonomie et le maintien à domicile. L'emploi à domicile entre particuliers répond aux besoins de vie de près de 15 millions de nos concitoyens. Avec aujourd'hui un portail unique, France Emploi Domicile. Une information complète, simple d'utilisation et accessible à tous, qui rend l'emploi à domicile plus facile. France Emploi Domicile répond à vos questions du quotidien. Quel salaire pratiquer? Déclarer sur CESU ou page emploi, ça coûte vraiment moins cher? Comment bénéficier des aides fiscales? Quels sont les droits à la retraite et à la formation des salariés? Comment déclarer un arrêt de travail? Que vous soyez particulier, employeur ou salarié, France Emploi Domicile vous accompagne avec des informations adaptées à votre situation. Au plus près de chez vous, les équipes de France Emploi Domicile vous accueillent dans plus de 350 espaces et vous orientent avec des informations sur mesure. Choisir l'emploi à domicile entre particuliers, c'est bénéficier d'un cadre protecteur et rassurant grâce à une convention collective traduite en anglais, en arabe, en espagnol et en portugais. C'est s'engager dans une relation d'emploi équitable et respectueuse du libre choix de chacun. C'est aussi privilégier des métiers utiles, créateurs de sens et de liens humains. Chaque jour, France Emploi Domicile vous informe, vous accompagne et vous oriente en toute confiance. France Emploi Domicile. Ici, la confiance joue à domicile. Même eux, ils applaudissent. Alors, Pierre-Olivier Ruchenstein, vous êtes un peu, je dirais, à la paternité de France Emploi Domicile. Est-ce que vous pouvez, avec vos mots à vous, en complément, je dirais, de ce petit film d'introduction, nous présenter ce nouveau portail du secteur qui a aujourd'hui 8 jours, c'est ça? Un nouveau-né. C'est un nouveau-né. Absolument. C'est un nouveau-né. On l'a lancé, je le disais tout à l'heure, à l'occasion du Salon des maires, qui nous a d'ailleurs valu la visite, c'est toujours bien de le souligner, de grandes personnalités politiques. C'est un rendez-vous institutionnel. On a d'abord un ancien président de la République, François Hollande, mais aussi un ancien Premier ministre, en la personne d'Édouard Philippe, et puis différents ministres qui sont passés sur le stand. Alors pourquoi autant d'intérêt? Tout simplement parce que ce site, je vais le formuler comme ça, il réunit ce qui est épars. Pourquoi? Il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup d'acteurs. Moi-même, quand je suis rentré dans le secteur, ou alors, d'ailleurs, je vais même prendre un exemple personnel, quand je suis devenu parent, puisque c'est aussi de l'emploi direct, je me suis dit, mais je ne comprends rien. Il y a une multiplicité d'acteurs, je ne sais pas à qui m'adresser, où trouver mon salarié, d'ailleurs, est-ce qu'il est formé, est-ce que... etc. Et puis d'ailleurs, si je l'emploie, que va-t-il se passer s'il tombe malade, etc. Il y a toutes ces questions-là pratiques qu'on peut se poser à un moment donné dans un cycle de vie. Et ce site est l'endroit unique où vous avez vos réponses. Et vous avez vos réponses à la fois si vous êtes particulier employeur, mais aussi si vous êtes salarié.
à l'occasion de quelqu'un qui tombe malade, ce qui arrive dans la vie de tous les jours, eh bien, la convention collective prévoit une automaticité des droits et donc permet aux salariés d'accéder à ce qu'on appelle la prévoyance, c'est-à-dire ce qui le couvre et qui est automatisé du seul fait qu'il soit déclaré. Mais à cette occasion-là, il va découvrir qu'il a accès à des activités sociales et culturelles qui sont des mesures de pouvoir d'achat. Il va découvrir qu'il peut accéder dès sa première heure de déclaration à des actions de formation. Et vous, comme particulier employeur, je prends l'autre côté de la pièce, de monnaie, pile et face, vous vous posez les mêmes questions. Vous voyez que votre salarié peut avoir des difficultés, par exemple, en français. Eh bien, vous n'avez pas avancé d'argent puisque vous cotisez déjà lorsque vous êtes employeur par le biais de cotisations qui sont prévues par la branche. Il suffit qu'ils s'inscrivent sur un site, etc. Mais vous ne savez pas lequel. Et donc, tout ça, toutes ces questions qui sont pratiques, ce sont des questions, en fait, que ce site va concentrer. Puis, évidemment, il va être en développement. À un moment donné, se posera évidemment la question, assez rapidement, de la mise en relation. Et on parlait du mandataire, évidemment, de valoriser par le biais de ce site les mandataires qui répondent à ce cahier des charges éthiques, puisque ce site, je le répète, il est porté certes par la FEPEM, mais il est aussi porté par les partenaires sociaux de la branche. Donc c'est une information qui est objective, qui est fiable, qui est actualisée et qui est tout à fait complémentaire avec le CESU, puisqu'on est aussi sur les démarches de déclaration externalisée du CESU, ce qui fait que dans un seul site, il y a l'intégralité des informations qui régit la vie du contrat, et y compris sur les modes. Parce que tout à l'heure, on parlait du mode prestataire, mandataire. Alexis disait très bien qu'effectivement, il y a une méconnaissance de ce... Et bien là, on va avoir les choses qui sont claires. Voilà ce que c'est que le mandataire, voilà ce que c'est que l'emploi direct, et ce site ne concerne pas l'emploi prestataire. C'est très important de le dire et de vivre visuellement avec des schémas, comprendre là où on habite. Oui, parce que parfois, en cliquant, c'est moderne, ça va vite, on ne s'aperçoit pas qu'on devient particulier employeur, en fait. Oui, il faut fiabiliser l'information, l'objectiver et rendre service. C'est un site qui est serviciel pour les salariés et pour les particuliers employeurs. Et ce sera ça la magie de ce site. Et tout va être concentré au même endroit. Alors Alexis est prêt à bondir en réaction. Oui, tout à fait, parce que peut-être certaines structures mandataires se disent, mais si à ce site, à quoi on va servir encore ? On a déjà eu cette remarque-là, mais en fait, il n'y a pas de concurrence. À un moment donné, c'est bien expliqué sur le site. Si vous souhaitez être délesté de l'ensemble des démarches administratives, mais en gardant votre responsabilité et votre relation privilégiée avec votre salarié, vous faites appel à un mandataire, soit par choix, parce que vous souhaitez vraiment vous délester, soit par nécessité parce que vous vieillissez, que vous avez besoin vraiment d'être accompagné. Donc il y a vraiment cette complémentarité. Je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas de concurrence, mais une complémentarité entre les différents modes de recours. Par rapport au mode prestataire, quand on ne peut plus du tout être particulier employeur, assumer sa responsabilité d'employeur et qu'on est isolé, évidemment, et c'est de la responsabilité du mandataire éthique, il faut passer le relais, comme l'a dit Josette, à une structure prestataire. C'est important. C'est important de le dire. En revanche, si effectivement on peut gérer soi-même toutes ces démarches par le CESU avec l'information enrichie de France Emploi à domicile du site, mais qui servira aussi aux mandataires pour avoir une information clarifiée, eh ben on peut effectivement on recourt à l'emploi direct. Donc ça c'est vraiment important de le préciser, je pense. Alors à propos de précision, donc c'est franceemploidomicile.fr. Combien de visites sur le site Pierre-Olivier Ruchelstein depuis une semaine? Au carré, ça cube, et maintenant je dirais que c'est une fonction exponentielle. On a 22 000 visiteurs uniques hier soir pour quelques jours de lancement, sachant que toutes les briques servicielles n'y sont pas encore, puisqu'on est en phase encore de construction, mais on a souhaité lancer ce site. Donc il y a déjà une utilité. Et effectivement, moi je crois qu'à terme, on aura... j'allais dire assez rapidement, un quart ou un cinquième du secteur qui passera d'une manière ou d'une autre. Sans compter qu'il y a des services qui sont offerts par la convention collective qui vont naître dans les années à venir, en particulier sur la question de la santé au travail et de la prévention. On a parlé de la prévention tout à l'heure. Ce sont des briques qui sont prévues par nos accords collectifs. Ce sont des briques qui sont
validé par une loi qui date de 2021. Maintenant, c'est une mise en œuvre qui met un peu de temps parce qu'il y a un temps d'inertie, j'allais dire, qui est propre entre les pouvoirs publics et notre secteur. Mais à un moment donné, effectivement, tout passera par ce site et ça facilitera énormément, je veux dire, la vie de nos concitoyens. Et des salariés, je le précise, c'est ça qui est très important. Oui, le binôme toujours. Hein, l'un ne va pas sans l'autre. On se choisit. Et pour rebondir sur la question des mandataires, c'est complémentaire. C'est-à-dire que, j'allais même dire que ce site est un effet démultiplicateur précisément pour le mode mandataire qui est méconnu. C'est ça. D'où l'idée d'un modèle d'avenir qui était bien le titre de notre conférence aujourd'hui, ce modèle éthique. Alors peut-être le mot de la fin à France Grolin, présidente de Fédération Mandataire. Est-ce que, j'allais dire, vous êtes satisfaite de tout ce que vous avez entendu ici? Est-ce que vous nous confirmez bien, effectivement, que le mode mandataire est un mode d'avenir, pour peu qu'il soit éthique? Merci. Juste avant de conclure, une petite précision sur l'accessibilité des structures mandataires sur notre site France Emploi à domicile. On le trouve, les structures mandataires, le mandataire en toutes lettres, avec un lien en direct avec la fédération mandataire. Donc je pense que c'est très important que nous disions à toutes les structures ici présentes, si elles nous entendent, que non, il n'y a pas d'exclusion. Au contraire, nous sommes en inclusion totale avec France Emploi Domicile. Ça c'est dit. Hein. Une petite chose que je voulais compléter. C'est très important, France. Oui. Après, vous avez bien entendu, donc évidemment, qu'on est actuellement quand même dans une grande tempête quelque part. Le bateau tangue un peu sur les remises en cause qu'on entend par les pouvoirs publics et par les départements. Ça a été très bien évoqué précédemment. Je pense qu'il est urgent maintenant que les pouvoirs publics reconnaissent notre contribution les structures mandataires à la politique du vieillissement et du soin que nous prenons de toutes nos personnes âgées en devenir, en perte d'autonomie, etc. Ça serait vraiment si bien que nous soyons reconnus dans une contribution de politique sociale complètement sécurisée, valorisée, qualité, professionnalisée, remplacement, et que vraiment cette offre globale, Alexis a dit qu'effectivement la relation en moyenne est 8 ans, donc ça peut être 10 ans, 15 ans que vous avez votre salarié qui vient à votre domicile, c'est unique quelque part. Qui parfois devient presque un membre de la famille. Hein. Oui, complètement. Donc voilà. Donc, et on n'a pas beaucoup évoqué les personnes en situation de handicap qui sont complètement partie prenante de notre mode mandataire, parce que cette relation pour elles, où ils ont quelquefois 2 à 3 à 4 salariés à temps complet, c'est la sûreté que la personne va être complètement dédiée à sa personnalité de personne en situation de handicap, avec toutes les nécessités précises que requiert le soin apporté à cette personne. Donc oui, les personnes en situation de handicap font partie, bien entendu, de notre souci. Et donc, il faut absolument que tous ensemble, on relève ce défi du vieillissement à travers notre mandataire éthique, vertueux, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas transparent, c'est certain. Et d'ailleurs, ça confirmera au pouvoir public qu'il n'y a pas d'abus de la sorte. Moi, j'ai encore entendu ce matin, je crois, les soucis que les pouvoirs publics ont avec les crèches, par exemple, qui relèvent du domaine public. Nous n'avons encore pas entendu une quelconque retour sur un quelconque. Vous évoquiez les appels au comment on appelle ça quand on va aux justices, vous avez dit. Voilà. Bon. Les contentieux, c'est quand même pas beaucoup dans notre mode. Donc voilà. Moi, donc juste pour conclure maintenant, je renouvelle vraiment très très sérieusement un appel à toutes les structures mandataires de nous rejoindre, parce que plus on est fort, plus on peut peser dans les décisions qui concernent les futures orientations
de la loi vieillissement qu'on attend depuis si longtemps, qui va, qui vient. Alors, la proposition de loi dite bien vieillir a été adoptée par le Parlement la semaine dernière. La ministre en a parlé hier. Et puis, il y a surtout la loi de programmation pluriannuelle qui va venir. La Première ministre elle-même l'a confirmé. Donc, plutôt second semestre 2024. Mais voilà, on y arrive. Tout se structure. Eh bien, donc, nous en serons. Et nous serons des interlocuteurs, car plus on est de fous, plus on est fort, et plus on peut intervenir et prouver que nous sommes des interlocuteurs complètement fiables, avec la qualité, le label Kalimanda, les autres labels, évidemment, il n'y a pas de... Mais tous ensemble, on est beaucoup plus forts vis-à-vis des pouvoirs publics, et voilà, j'en arrêterai là. Merci infiniment. Merci de ce mot de la fin. France Grolin, présidente de Fédération Mandataire. Je remercie Charlotte Sroussi, directrice juridique de Petit-Fils, Josette Labéguéry, présidente de l'AGAD des Landes, Alexis Sadala-Charpiot, délégué général de Fédération Mandataire, et Pierre-Olivier Ruchentang, membre du CESE et directeur général de la FEPEM. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Nous arrivons au terme de nos échanges. J'espère que vous y voyez toutes et tous un petit peu plus clair sur ce mandataire et surtout cette éthique. Et je vous souhaite une bonne fin de salon et sans doute à l'année prochaine. Merci beaucoup. Bon après-midi.